et à bien des égards épuisé et angoissé. L'urgence, c'est de veiller à ce que l'ordre public, qui est, je dirais presque naturellement remis en cause lorsque toute la structure d'une île s'écroule, que cet ordre public soit assuré avec fermeté. Et puis l'urgence, c'est de commencer d'ores et déjà à organiser la reconstruction. La reconstruction avec les populations et la reconstruction intelligente et efficace de territoires qui ont été marqués par ces événements climatiques et qui peuvent, demain, après-demain, de façon quasi certaine, être à nouveau frappés par de tels événements climatiques. Non pas à la polémique, et il peut arriver que certains, alléchés par les souffrances, se complaisent dans des polémiques politiciennes. Je trouvais ça indigne et pathétique lorsque j'étais moi-même dans l'opposition, et je trouve cela également consternant maintenant que je mesure encore mieux pour apporter à nos concitoyens qui sont dans la détresse des réponses les plus efficaces possibles, et tout cela dans des conditions incroyablement difficiles. Reconstruire, telle est l'urgence. J'aurai l'occasion cet après-midi de présider une réunion à Matignon avec l'ensemble des ministres concernés et les responsables des grandes entreprises de réseau qui vont participer à cet effort de reconstruction. Je pense évidemment à EDF, je pense à Veolia pour les questions d'adduction et de traitement des eaux, je pense naturellement à l'ensemble des entreprises qui interviennent en matière de télécommunications. Nous allons d'ores et déjà commencer à préparer et à nous mettre en ordre de bataille pour lancer les opérations de reconstruction, d'abord provisoire, puis définitive, des infrastructures et des biens des particuliers sur l'île. Il faut savoir prendre le maximum de risques en prenant le maximum de précautions. Ça semble curieux. Il faut avoir un esprit anglais pour manier le paradoxe à ce stade. Mais je crois qu'il y a quelque chose de très juste. Si notre pays veut avancer, il faut qu'il puisse prendre le maximum de risques, tout en prenant le maximum de précautions, parce qu'il est fragile. Notre objectif, c'est de transformer le pays, c'est de le réparer. C'est de partir du constat qu'il a des atouts considérables, des hommes, des femmes qui sont pleins de talent, pleins d'engagement, qui créent des richesses, qu'il a un patrimoine, une force, à certains égards même une confiance en lui, qui lui permettent d'espérer le meilleur. Et pourtant, alors même qu'il a tout ça, il est aussi traversé par d'immenses fragilités, par d'immenses angoisses, par de très grandes crispations, qu'on voit s'exprimer ça et là au moment des élections, et qu'on sent aussi dans la vie des entreprises, dans la vie sociale. Il faut donc, pour que tout aille mieux, réparer ce pays. Ça exige, je le disais tout à l'heure, je veux le redire, une politique globale, qui ne survalorise pas un seul des instruments qu'elle pourrait avoir à sa disposition, et qui les envisage tous ensemble, en prenant en compte à la fois le champ du développement économique, la formation, qu'elle soit initiale ou continue, la cohésion sociale. Tous ces éléments doivent être mis au service d'une politique globale. Nous avons commencé à le faire, je parle non pas sous le contrôle, mais en regardant Monsieur le Président de la CPME, qui sait combien l'exercice est à la fois délicat et essentiel. Nous avons commencé à le faire en modifiant le droit du travail, par des ordonnances qui avaient été présentées, annoncées, qui ont été discutées entre partenaires sociaux, avec l'État, de façon très intense, mais aussi au Parlement, qui ont donné lieu au vote d'une loi d'habilitation, là aussi adoptée par la majorité, après un débat très intense, et c'est tant mieux, et c'est bien normal. Cette modification du travail, je ne veux pas être trop long dessus, mais elle a des conséquences considérables pour vous, mesdames et messieurs. Elle vise d'abord à faire en sorte que le dialogue, que l'intelligence collective soit possible dans les entreprises de moins de 50 salariés. C'est celui de la formation professionnelle et de l'apprentissage. C'est celui qui doit permettre aux chefs d'entreprise, une fois que la question du droit du travail se pose moins, non pas qu'il ne serait plus effectif, entendons-nous bien, mais qu'il est à la fois plus visible, plus prévisible et plus souple, de penser compétences, de penser recrutement, de penser association,
des salariés sur le sujet. Ça se fera avec la même méthode que les ordonnances, c'est-à-dire dans la discussion avec les organisations syndicales et patronales, c'est évident, avec les régions, qui ont un rôle éminent en la matière, et avec les entreprises ou les filières, qui ont évidemment des choses à dire en matière de formation, de besoin de formation, d'adaptation des formations. Nous commencerons à la fin du mois de septembre, nous irons jusqu'à la fin du mois de mars, et nous pourrons à ce moment avancer résolument et en cohérence sur le sujet. Ce que je veux évoquer aujourd'hui, c'est un aspect important aussi, c'est la question de la fiscalité. De la fiscalité mise au service du développement des entreprises, car le développement des entreprises, c'est plus de richesses produites, et plus de richesses produites, c'est plus de richesses à distribuer à ceux qui en ont besoin. Et dans mon esprit, les choses doivent être, sont extrêmement claires, et je veux qu'elles le soient pour chacun. Si nous voulons garantir aux Français un système de redistribution sociale généreux et légitime, et auquel nous sommes attachés, il faut commencer par produire des richesses. Produisons des richesses, redistribuons-les le cas échéant, mais faisons en sorte que nous ne pensions pas exclusivement redistribution et que du coup nous redistribuions au fur et à mesure des années qui passent toujours moins de richesses. Et un des éléments pour parvenir à ça, c'est la fiscalité. La fiscalité avec l'angle que Bruno Le Maire a indiqué, l'idée de dire que pour que l'investissement paye plus, il faut que la prise de risque paye davantage. Environ 33% aujourd'hui, et encore un peu plus, parfois, contre 25% en moyenne ailleurs. Ça veut dire que depuis 20 ans, nous nous pénalisons tout seuls, puisque l'ensemble des pays européens a baissé son taux d'imposition sur les sociétés. L'objectif, il est clair, nous allons ramener le taux de l'impôt sur les sociétés dans la moyenne européenne, c'est-à-dire progressivement à 25% d'ici 2022. En 2022, le taux sera à 25%. En 2018, le taux sera ramené à 28% pour les 500 000 premiers euros de bénéfices pour toutes les entreprises, ce qui est évidemment quelque chose de précieux pour les PME. Et dès 2018, la taxe sur les bénéfices distribués sera supprimée sans être remplacée par une recette pérenne. Cette baisse d'impôt, elle doit bénéficier à l'ensemble du pays, parce qu'en baissant l'impôt sur les sociétés, on augmente le retour sur investissement. On valorise donc la capacité à investir, on valorise donc le risque à entreprendre, et tout ça me semble de bonne politique. Deuxième mesure, qui d'ailleurs constitue d'une certaine façon le prolongement direct de la baisse de l'impôt sur les sociétés, la refonte des prélèvements sur les revenus de l'épargne fiscale. Et chaque type de revenu de l'épargne, intérêt, dividende, plus-value, est taxé différemment. Comme il est assez courant, parce que nous sommes la France, que le principe général soit associé à de très nombreuses exceptions, nous avons un système d'une très grande diversité, d'une très grande complexité, et les seuls qui trouvent ça parfait, ce sont les avocats fiscalistes, parce que de cette complexité naît leur expertise, et de cette expertise naît leur richesse. Et c'est pas simplement parce qu'il est techniquement complexe qu'il faut revenir sur ce système. Il est économiquement nuisible, parce que le cumul des prélèvements sociaux et fiscaux sur les revenus de l'épargne peut aboutir à des taux globaux de taxation d'environ 60% dans certains cas. 60% de taxation, c'est un niveau totalement dissuasif pour les épargnants. Ça veut dire ne prenez pas de risque. Ça veut dire diriger votre épargne vers des domaines dans lesquels vous ne prendrez pas de risque. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. On a envoyé l'épargne française sur des placements rémunérés faiblement, mais sûrs. Et c'est bien parce que cela pose un problème que nos voisins, nos compétiteurs, ont modifié ces dispositifs et ont introduit un dispositif qui s'appelle flat tax, taxe forfaitaire, à des taux relativement bas, 26% en Allemagne et en Italie, 25% aux Pays-Bas, 30% en Suède. Eh bien, nous voulons faire la même chose. Nous voulons instaurer une taxe unique sur les revenus de l'épargne financière. C'est simple, c'est clair, c'est bon pour notre économie. Nous n'allons pas l'installer en appliquant cette taxe à l'ensemble des revenus du capital. Nous ne toucherons évidemment pas à l'épargne des ménages modestes, puisqu'elle ne s'appliquera pas au livret A, ni aux assurances vie de moins de 150 000 euros qui conserveront leur régime fiscal actuel. Peut-être pas ici, mais plus globalement. Je vous propose, mesdames et messieurs, de nous focaliser sur l'efficacité plutôt que sur la popularité. C'est à mon avis plus durable. L'impôt de solidarité sur la fortune est un symbole, et un symbole fort. Et c'est très important, le symbole. Et je ne méconnais absolument pas la portée des symboles. Dans un pays démocratique, en vérité d'ailleurs dans tout pays,
un symbole, c'est quelque chose d'essentiel. Mais la réalité, c'est aussi très important. Je ne dis pas que c'est plus important que les symboles, mais convenez avec moi que c'est au moins aussi important que les symboles. Et la réalité, c'est quoi, s'agissant de l'ISF? C'est d'abord que c'est 0,4% du montant total des prélèvements obligatoires. Vous avez plutôt intérêt à investir votre patrimoine dans des placements qui vous rapportent un revenu stable et régulier, afin de pouvoir payer l'impôt avec, plutôt que dans des placements qui vous donneraient accès à des revenus parfois importants, mais toujours aléatoires, pour leur permettre de payer leur impôt. Même si, objectivement, ça ne correspond pas nécessairement à l'intérêt optimal de l'entreprise. C'est contre-productif, parce que quand vous êtes un chef d'entreprise et que vous possédez votre travail, les règles de l'impôt de solidarité sur la fortune sont ainsi faites que vous ne pouvez pas augmenter le capital de votre entreprise et diluer votre participation de façon trop importante. Parce que si vous faites ça, vous passez le cap de 25%. Et vous perdez l'exonération du travail. Et donc, l'entreprise que vous contribuez à développer va finir par vous coûter, à vous, redoutablement cher. Enfin, c'est contre-productif parce que parmi les centaines de renouvelables de l'ISF qui quittent la France chaque année, il y a des entrepreneurs, il y a des investisseurs qui, en partant, cessent de contribuer à l'économie française. Et je n'approuve pas ces débats. Nous allons supprimer les exclusions exactement, nous allons le remplacer par un impôt de solidarité sur la fortune immobilière, un impôt sur la fortune immobilière. Les associations en tant que même pour pouvoir bénéficier de cette diminution massive des charges sociales, ce qui devrait leur permettre de gérer, parfois d'embaucher, en tout cas d'animer de façon beaucoup plus souple leurs salariés ou les salariés qu'elles choisissent de recruter. Un mot pour dire que le projet de loi de finances de cette année prévoit que ce dispositif entrera en vigueur en 2019. Ça veut donc dire, mesdames et messieurs, qu'en 2019, il y aura superposition du CICE de l'année 2018 et mise en œuvre du dispositif nouveau en 2019, ce qui reviendra pour l'année 2019 à donner le développement de nos entreprises et de nos emplois. Mais là encore, j'insiste, la fiscalité est un instrument utile, elle ne peut pas être le seul instrument mis en œuvre. Il y a quelque chose d'encore plus important, je crois, un levier peut-être encore plus puissant et nettement moins coûteux, c'est au fond l'amélioration du climat des affaires et de l'attractivité de nos territoires. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, va préparer avec Benjamin Griveaux, le secrétaire d'État avec lequel il travaille, un vaste plan d'action pour la croissance des entreprises. Ce plan, il va être préparé avec l'ensemble des acteurs, tous ceux qui souhaitent y contribuer. L'objectif, c'est au printemps prochain d'avoir le troisième grand volet de notre action en faveur des entreprises, qui aura, je le dis rapidement, 3 objectifs principaux. D'abord, lever les freins à la création et la croissance des entreprises. Ensuite, faciliter le financement des entreprises, vous l'avez évoqué. Il y a là quelque chose d'indispensable si on veut leur donner de la force. Et enfin, améliorer les relations entre les entreprises et leur écosystème. Il y a beaucoup à faire, que ce soit au niveau national et au niveau international. Mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire, à la fois brièvement, compte tenu du caractère technique de ces mesures, et en même temps de façon globale, nous voulons que la France reparte. Nous voulons qu'elle crée des richesses. Nous voulons qu'elle crée des emplois. Rien ne condamne notre pays à vivre durablement avec un taux de chômage supérieur à 9,2%. Rien. D'autres pays qui ne sont ni moins démocratiques, ni plus intelligents que nous, ont réussi à baisser durablement ce chômage et à créer durablement des richesses. C'est notre objectif. Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés, de toutes les compétences, de tous les talents, des entreprises, mais pas seulement, des régions, des organismes de formation, des talents individuels. Et dans cette grande mobilisation que nous appelons de nos voeux, vous avez, vous les entreprises, un rôle à jouer. Vous devez expliquer qui vous êtes. Vous devez cesser de laisser le terrain du discours sur les entreprises à la caricature. Il y a des choses formidables, y compris en termes de solidarité, qui se passent dans les entreprises françaises. Il y a des initiatives, des innovations, des créations, des expériences qui sont très loin de la caricature simpliste que l'on peut parfois entendre ou voir.
Et c'est votre responsabilité de l'expliquer, de le valoriser et de le développer. Je vous remercie.